Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Time for Human. J'ai le plaisir d'accueillir Antoine Boucaud qui a le magazine Enro Magazine. Je te laisse te présenter. Je suis vraiment très content de t'avoir en invité. Je te laisse la Bah, parole. merci beaucoup, Cyril. Ça fait super plaisir de participer à ce podcast avec toi. Yes. Mais écoute, moi j'ai 23 ans, je suis en Belgique, juste au-dessus de Lille. J'ai eu fini mes études en juin dernier. J'ai lancé deux projets depuis. Une agence digitale dans laquelle on s'occupe principalement de la communication de clients et aussi des applications et des sites internet. Et le projet par lequel on s'est connus, on a échangé, Mhm. le magazine qui a été lancé en août dernier. Donc, c'est encore tout nouveau. Voilà. Mais voilà. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ou qui découvriraient Antoine, il fait un travail formidable de graphiste, d'intervieweur et de mise en forme, si je puis dire, parce que moi, j'ai découvert son travail sur LinkedIn, où je suis très présent, et ça m'a tout de suite inter, inter, ça m'a pris le regard, disons, parce qu'il a une typographie et une manière de mettre en avant les gens et ce qu'ils font qui est très singulière, je trouve, et qui fait ta spécificité, hein, et le pourquoi, je pense, ton travail est très payant. Et après, derrière, on a vu qu'on avait des relations en commun et j'ai fini par lui envoyer un message. Et voilà, c'est comme ça que le contact est né. Mais toi, au cours de cette aventure entrepreneuriale que tu as commencé il n'y a pas si longtemps que ça, au final, ça fait combien de temps que tu es entrepreneur? Euh, Ça a débuté avec l'agence. L'agence, on a commencé les démarches en juin, donc depuis l'été passé, en fait. Génial. T'as- C'est une super belle progression que tu as fait depuis l'été dernier parce que tu as interviewé combien de personnes rien que sur ton magazine? Alors, ceux qui sont sortis, il doit y en avoir 61, 62 personnes Ok. Bon. depuis début septembre. Et ici, il y en a quelques-uns que je dois encore sortir, donc on doit être à 70. Ok, 70. Ah, faut pas oublier qu'il est belge, hein. Je pense qu'il y a une majeure partie des gens qui nous écoutent qui sont français. Ça me régale, 70. Ok. Non, mais Je viens de m'en rendre compte. ouais, non, mais vous avez raison, hein, c'est nous, avec les 70, on a pété un câble, hein. Non, non, ouais. Vous avez raison, les Belges. Continuez comme ça, vous êtes au top. Non, mais moi, je suis heureux de t'avoir sur le podcast parce que tu fais partie des gens, un peu comme Steven, que j'ai eu la chance d'interviewer l'épisode numéro 4, qui prenaient de votre temps pour donner la parole aux autres. Et interviewer 60 personnes ou même 70 personnes, 70, en l'espace de 6 mois, c'est pas anodin. Et c'est énorme, même moins que 6 mois, si septembre, 4-5 mois, quoi. Ouais. Donc, ma première question, c'est quel est ton moteur? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de donner la parole à des gens? Et qu'est-ce qui te pousse à le faire le matin quand tu te lèves? Pourquoi tu te dis, et allez, si je n'avais pas interviewé cette personne-là, et cette personne-là, et cette personne-là, qu'est-ce qui, toi, te pousse à faire ça? En fait, tu sais, un des premiers moteurs, ça a été que je lançais des projets moi-même sur le côté. Par exemple, je faisais beaucoup d'illustrations, ce genre de choses. J'avais des amis dans mes études qui lançaient aussi des projets. Et je me disais, ça n'a pas la visibilité que ça mérite. Mhm. Et je me suis dit, il n'y a pas que ceux qu'on voit partout qui font des belles choses et qui font des beaux projets. Donc, le premier moteur, ça a été, OK, on va discuter avec des gens qui lancent des projets, qui n'ont pas la visibilité qu'ils méritent, et on va essayer de décortiquer ce qu'ils font. Et après, ça s'est un peu diversifié. En fait, il y a eu, maintenant, il y a plus ou moins deux lignes éditoriales. Comme je dis toujours, c'est que j'essaye d'aller discuter avec des gens qui lancent des projets, de jeunes projets, que ce soit des entrepreneurs, des artistes. Je me, je me mets pas de barrière. D'accord. Et du coup, je vais voir et on discute et j'essaie de savoir ce qui les pousse à se lancer, leurs objectifs, pourquoi ils font ça, et donc un peu voir vers où ils veulent aller. Et d'un autre côté, je me suis dit, pourquoi pas aller voir ceux qui ont déjà des gros projets et qui ont la visibilité, Mhm. mais pour avoir ce savoir de comment ils en sont arrivés là.
pourquoi ils sont arrivés là, pourquoi ils ont voulu faire ça, comme ça, qui se cache derrière des gros projets aussi. Mhm. Et je me suis dit, dans les 2 cas, ça peut aider. Ça peut les jeunes entrepreneurs, artistes, ceux qui lancent de jeunes projets, ça peut déjà les aider parce que c'est un boost de parler de ce qu'ils font. Mhm. Ça peut aussi donner des vocations et montrer qu'on peut se lancer, il y a pas de barrière à se mettre. On se met soi-même des barrières Complètement. et d'un autre côté, voir que peut-être des gens qui ont une énorme visibilité, des énormes projets, c'est peut-être pas tout rose non plus et Ça. voir par quoi ils sont passés. Donc ça, c'est vraiment le gros moteur, Le de dark pourquoi side. j'ai Ok, ouais. super intéressant. En fait, toi, tu es quelqu'un de quand même assez curieux parce qu'il faut beaucoup de curiosité, je trouve, pour aller interviewer une soixantaine d'entrepreneurs en quelques mois, 70, et essayer de comprendre le dark side de leur personnalité, de leur projet, essayer de comprendre pourquoi ils sont arrivés là où ils sont arrivés. C'est super intéressant. Parce que toi-même, je pense que tu es quelqu'un, je sens que tu es quelqu'un de très ambitieux dans le fond, Mmh. parce que tu as une productivité et une cadence qui montrent que tu travailles pas pour rien et que tu travailles beaucoup. J'en suis persuadé. Et ça me montre aussi que tu as vraiment envie de faire avancer ton projet. C'est-à-dire que ton Ouais. projet, je suis sûr que toi, tu te fixes des deadlines régulièrement, tu avances, ça avance vite, quoi. Et je pense que les gens que tu interviews, c'est aussi des gens qui ont accompli des belles choses, parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait des très beaux projets, qui ont souvent beaucoup de lumière aussi, qui sont Oui, très visible sur les réseaux sociaux, dans la sphère entrepreneuriale francophone, j'ai envie de dire, et qui accomplissent des belles choses et qui modulent la société à leur image aussi. Et ça m'amène à une autre question qui serait qu'est-ce que toi, tu as envie d'apporter au public quand tu fais toutes ces interviews d'entrepreneurs? Qu'est-ce que tu as envie de leur apporter en fait? Tu as envie de les pousser à entreprendre? Tu as envie de leur montrer, comme tu dis, le dark side de l'entrepreneuriat avec les difficultés, le hard work, le fait que les entrepreneurs travaillent beaucoup, qu'ils sont souvent seuls, qu'ils sont peut-être souvent dans des états psychologiques pas évidents à traverser ou financiers ou qu'ils ont des galères. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire ressortir de ça à ton audience, aux personnes qui écoutent et qui te lisent au quotidien? très bonne question. J'avais dit que je Et ne pose pas des questions faciles, hein. non, c'est sûr. Je pense que, c'est comme je disais juste avant, peut-être qu'il y a pas on se met nous-mêmes les barrières, en fait. Hmm. Hem, on se met des barrières soi-même et peut-être que de lire quelqu'un dont on admire le travail, ou quelqu'un qui vient de se lancer, on va peut-être se dire: «En fait, c'est pas si facile, ça a pas été facile non plus pour lui». Parce qu'il y a des personnes, on a l'impression qu'ils sont au top niveau et qu'ils l'ont toujours été, alors que non. Ils sont aussi passés par, les étapes par lesquelles on passe et peut-être que ça va donner un coup de pouce et permettre aux gens de se dire: «Bah, en fait, j'ai envie de faire ça, je le fais, je fonce et si c'est ce que j'aime, je m'y mets» et ça peut enfin, pour moi, si au fond de toi, tu sens que c'est ce dont tu as envie, ce que tu veux faire, il faut pas se mettre justement ces barrières et essayer de plaire à telle ou telle personne ou même à la société, en fait. Hem, il faut qu'on ressente ce qu'on fait, qu'on ressente du bonheur, j'ai envie de dire, parce que moi, c'est ce que je ressens personnellement et Hmm. c'est pour ça que je fais ça, même si ça prend du temps, même si je m'en fous, en fait, tu vois? J'ai Génial, du plaisir à le faire ça me fait et grave plaisir. et et en fait, je pense que c'est ça, c'est le fait de se lancer, D'entreprendre je des pense que choses, ça peut quoi. aider. Ouais, Ouais. ouais, ça peut aider certaines personnes. Ok, super intéressant. Déjà, je tiens à dire que ton driver numéro un, qui étant l'épanouissement, moi, c'est ce que je promeus, mais à fond.
parce que en off, là, on a passé 1 heure à discuter ensemble avec Antoine et je lui ai expliqué un peu mon projet Time for Human, etc. Et on parlait du fait que moi, j'essaie de pousser les gens à devenir soi-même, à devenir plus épanouis, etc. Et je pense que toi, ce que tu fais avec ton projet, c'est un peu différent, mais ça a un peu la même ligne directrice de, comme tu dis, tu veux inspirer les gens. Et inspirer les gens, c'est leur montrer qu'est-ce qui a été fait par d'autres gens et qui se disent au fond d'eux, et pourquoi pas moi? Et est-ce que je pourrais pas le faire aussi? Et est-ce que je pourrais pas, moi, essayer de faire autre chose, ou même peut-être encore mieux, ou faire différemment? Et ça, je trouve ça beau parce que le travail de personnes comme toi, ça permet à des milliers de petits projets à droite, à gauche d'éclore, sans forcément le savoir. Parce que sur un podcast, en lisant un magazine, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a 17 ans, 25 ans, 35 ans, qui va se découvrir une envie, un désir, et qui derrière va faire germer une graine qui peut-être Mhm. un jour va matérialiser un projet, une entreprise, une association ou juste une action en fait. Et je trouve ça magnifique parce que je dis toujours un truc qui est important, c'est que pour que les actions deviennent réalité, il faut d'abord qu'elles soient des rêves, des pensées, des projets dans ta tête. Et après, un jour, que tu aies le courage et la volonté de les mettre en œuvre et que ça devienne réalité. Et je trouve que les prémices de tout ça, c'est quand tu écoutes des podcasts, tu lis des magazines, tu lis des articles de gens qui ont déjà fait des choses en fait. Et voilà, je trouve que c'est vraiment super intéressant pour ça. Merci Euh, beaucoup. J'aimerais te poser une deuxième question profonde, mais qui touche plus à toi, ta personne, et un peu moins ton projet. Ok. Moi, tu sais que mon podcast s'appelle Time for Human. Euh, Si il arrivait demain, ou après-demain, ou dans un mois, ou dans un an, que tu perdes la vie, qu'est-ce que toi, t'aimerais avoir laissé comme trace de ton passage sur Terre, de ta petite vie d'humain, du haut de tes 23 ans? Ce qui, je te souhaite pas, n'arrivera, hein, mais c'est une question philosophique qui amène à réflexion, bien sûr. Voilà, c'est une question ouverte. Et est-ce que tu auras été content de ce que tu as pu accomplir? Est-ce que tu auras été épanoui? Et voilà, c'est une question ouverte. Je pense que, il y a 2 points que j'aimerais qu'ils restent. En fait, c'est, premièrement la créativité et le côté artistique Mhm. que je ressens depuis que je suis petit et j'ai ce besoin de créer des choses, mais aussi du côté artistique. Parce que si tu regardes le projet du magazine, par exemple, le tout départ, c'était juste un faux magazine pour moi, m'améliorer en graphisme et faire des visuels qui me plaisent. Et un des kiffs que j'ai en faisant ce truc, c'est que des fois, je me dis: «Waouh, la photo match bien avec le texte» et il y a un côté artistique, tu vois? Qui Clairement. qui m'intéresse beaucoup et j'ai envie de créer plein de choses. J'ai envie de plein de choses d'utiliser ce côté artistique et j'ai Mhm. envie que ça reste, tu vois? Donc ça, c'est je pense, c'est le premier point et le deuxième point, je pense que c'est de réussir à se lancer et à entreprendre en vivant, par exemple, avec de l'anxiété, avec de la dépression et je Ok. pense que c'est petit à petit, en fait, je j'ai envie d'ouvrir la parole là-dessus Ok. et de montrer que c'est un sujet qui est encore trop tabou, tu vois? Il y a Malheureusement. beaucoup d il y a beaucoup de gens qui le vivent, mais quasi autant de personnes qui le cachent. C'est vrai. Parce que c'est tabou, je sais Mm. pas, il faudrait que ça soit plus ouvert. Hem, Tu vois, c'est pas un mal de se faire aider, d'en parler. Je suis Tu vois, d'accord. comme mon père m'a toujours dit: Si tu as mal à la jambe, si tu as mal au bras, tu vas voir un médecin. Si ça va pas dans ta tête, il y a d'autres médecins qui existent. Exact. Tu vas voir Il un y a psy, d'autres on n'a pas sortes besoin d'en d'aide. faire des mots, hein. Tu sais, Ouais, c'est ça. moi, je suis allé voir un psy pour la première fois de ma vie à 23 ans, à ton âge d'ailleurs. Et au début, la première fois que je me suis pointé dans la salle, je t'avoue qu'il y avait mon ego qui disait, mais c'est quoi ce bordel? T'as vraiment besoin d'aller voir un mec, t'asseoir dans un divan et lui raconter ta vie? T'es pas plus fort que ça? Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement,
qui pensent la même chose quand ils doivent ou qui vont voir un psy. Et il y a des gens qui ne vont pas voir un psy justement à cause de ça. Et moi, je trouve ça terrible parce que, comme tu dis, bah, quand tu as mal à un endroit, bah, tu vas te faire soigner en fait. La médecine, le bien-être, c'est à tous les niveaux. Et je ne sais pas Ouais. pourquoi, mais la santé mentale, il y a un frein où les gens se disent non, c'est pas pour moi. Ou non, il faut pas que je le dise que j'aille voir un psy. Moi, tu sais, Ouais. quand j'avais 20 ans, j'étais apprenti ingénieur dans une société qui s'appelle Vinci Énergie, Vinci Mmh. Facilities même, une toute petite PME qui avait été rachetée. Et le chef d'entreprise, il était jeune, très dynamique. Il avait 30-35 ans. Et un jour, il est venu dans le bureau et à moitié en rigolant, il a dit oh, bah, de toute façon, moi, après, je vais aller voir mon psy. Et tout le monde a rigolé. Il a dit non, mais je vais vraiment voir un psy en fait. Et j'ai kiffé parce que le gars, c'était Ouais. chez l'entreprise, il y avait au moins 50 salariés et il faisait un moment de vulnérabilité et il disait aux gens, bah, en fait, j'ai beau être chez l'entreprise, je vais voir un psy en fait, parce que j'ai des problèmes à régler. Et du coup, les gens, ils peuvent se dire, ah putain, si le chef d'entreprise, il va voir un psy, bah, il n'y a pas de raison que moi, je n'aille pas voir un psy en fait. Et des années après, quand moi-même je suis allé voir un psy, je me suis dit, putain, peut-être que si ce gars-là, enfin ce gars-là, je le respecte, hein, c'est un chef d'entreprise qui a Oui, bien oui. réussi. Si cet homme, il avait pas dit cette parole, peut-être que j'aurais pas été décomplexé et peut-être que moi-même, j'aurais eu moins de facilité à aller voir un psy en fait. Et donc c'est vrai que je te rejoins là-dessus, c'est un sujet qui est très délicat et Mais c'est un malheureusement devrait être plus lambda en fait. mais c'est un geste fort, hein. En plus de sa position, Ouais. enfin, je trouve que c'est magnifique, tu vois? Ouais. C'est génial et moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille qui était complètement ouvert à ça et le premier psy que j'ai été voir, j'avais 3 ans et demi, tu vois? Ah oui, ok, c'est bien, Donc il y avait une sorte de c'est naturel ok, c'est et bien. c'est pas mal C'est et même bien, c'est après du luxe, je trouve. ouais, Franchement, s'occuper ouais, de sa santé mentale au prix d'une heure de psy, c'est du luxe. Il y a des ouais, ouais, pays c'est où sûr. les gens, ils n'ont pas la chance de parler de leurs problèmes à quelqu'un qui va les écouter, compatir, les aider, etc. Enfin, moi, je Mmh. considère que c'est un luxe de dingue. Et c'est bien que tu aies eu cette chance-là. Ouais, ouais. Si tu Donc, t'as j'aurais fait- pu être dans une famille, enfin, je connais des amis qui ont des familles où il est même pas question de parler de ça, tu vois? ouais, c'est tabou. Ouais et Mm, aller voir un psy, c'est jamais de la vie, quoi. mm, Alors que ça peut tellement aider. Des fois, tu as l'impression de comme je disais, d'être, en plus tu rumines, tu vois? Tu as l'impression d'être seul, tu mm. rumines et ça devient de pire en pire. Donc il y a des gens dont c'est le métier, qui sont là pour t'aider et il y a rien de tabou là-dedans. Ouais, non, mais c'est bien. Et comme tu dis, en plus, les entrepreneurs, c'est quand même un métier particulier où on est souvent seul, où on est souvent face à ses problèmes et où les gens n'en parlent pas tant que ça, en fait, mine de rien. Alors que dans d'autres catégories professionnelles, la parole est peut-être un peu plus déliée, je trouve. Mmh. Mais il y a un mouvement là qui commence à naître quelques dernières Ouais. années où tu as des entrepreneurs plus ou moins qui ont, entre guillemets, réussi, qui ont de la visibilité, qui ont des grosses sociétés, qui disent en fait, qui disent ouais, moi ma santé mentale elle est désastreuse, moi j'ai fait une dépression, moi ceci, moi cela, dans ma vie perso c'est compliqué et en se donnant des moments de vulnérabilité, en ouvrant à leur intimité, à leurs problèmes, ils montrent aux autres que bah, ils ont beau être au devant de l'affiche, bah, c'est compliqué pour tout le monde en fait. Et je trouve ça bien, je trouve ça vraiment très très bien même, parce que ça montre qu'on est tous humains, on a tous des problèmes et personne n'est parfait. Même si tu vois sur Instagram, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde y va en vacances, etc. Et sur LinkedIn, c'est pareil, qu'au final, bah, la réalité, elle est tout autre. Et c'est bien. C'est super important. Ouais, en fait, moi, j'en ai reçu, bah, comme tu disais, quasi, 70. Mhm. Hem Et il y a certaines personnes avec qui, à un moment, on arrive à parler de ça et des personnes avec qui, au début du rendez-vous, je pensais jamais qu'on allait arriver à ces sujets-là, tu vois? Ouais. Parce que en fait, bah, on sait pas quand tu vois la personne, qui en plus poste beaucoup, par exemple, sur LinkedIn ou quoi, tu penses pas à ça forcément, mais au fil de la discussion, tu te rends compte de ce petit de cette petite
spécialité. Enfin, pour moi, c'est pas une spécialité, mais je te dis ça parce que pour Ouais. certaines personnes, c'est comme ça, mais pour moi, ça doit être normal. Peut-être que je le ressens plus en discutant avec ces personnes-là parce que je l'ai moi-même, Mhm. mais entre guillemets, c'est un bonheur des fois de switcher et de découvrir en fait que ces personnes-là aussi Mm. ont, ont ces problèmes-là Tu et découvres une n'en autre parlent facette, pas quoi. forcément. Ouais. Ouais. Et par exemple, un des articles, j'en avais déjà parlé dans l'interview que j'avais fait avec Steven, euh, Mhm. un des articles qui m'a fait le plus de bien, c'est avec Isabelle Picasso. Ah, Je je sais pas connais si pas. tu avais... Non, faudra que tu ailles voir. Euh, En fait, j'ai rencontré sur LinkedIn, j'avais vu un de ses posts qui parlait d'anxiété, de dépression, de toutes ces choses où elle se livrait complètement. D'accord. Et elle a lancé un projet qui s'appelle Laura, qui tourne autour de la santé mentale et d'aider, D'accord. par exemple, dans les entreprises, les employés à pouvoir s'occuper de leur santé mentale. Et Super donc, projet. c'était un article où il y avait, tu vois, aussi ce côté projet, entrepreneuriat, mais là, on parlait de santé mentale à 100%. Et Mm. c'est un de mes articles favoris, si pas celui que je préfère, tu vois, parce on allie deux sujets qui sont hyper importants pour moi. Et je trouve ça magnifique de lancer, bah, comme toi, en fait, dans ton projet, de lancer un projet qui tourne autour des autres. Ouais. Et donc, Super c'est, intéressant. voilà. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en en apprenant sur les autres, tu en apprends sur toi aussi. C'est que je pense que ça t'a Ouais, intéressé beaucoup, Isabelle Picasso, ce qu'elle pouvait raconter, son projet, parce que toi-même, ça te touche dans oui, ton, bah oui. dans ta vie, en fait. Et c'est aussi, moi, ce que j'aime quand j'interviewe des gens qui se livrent et qui sont à cœur ouvert, c'est que tu te rends compte qu'au final, on est tous plus ou moins pareils et égaux, même si on ne fait pas les mêmes choses à la même intensité, avec la même volonté, etc. C'est que même les gens qui réussissent très très bien dans leur vie, eh ben, ils ont des problèmes à gérer leurs émotions, ils ont des problèmes à gérer les pépins qui vont pas dans leur vie, ou la relation avec leurs parents, ou la relation avec leurs enfants, ou la relation avec leurs frères et sœurs, ou leurs copains, copines, que sais-je. Et c'est vrai que ça relaxe un peu, parce que les gens, ils sont un peu en stress. Des fois, ils se disent, putain, les gens, ils sont parfaits et tout. Non, personne n'est Mhm. parfait. On a tous des Ouais, galères. C'est juste que tu as des gens qui les cachent bien, même très très bien, et qui montrent que ouais. l'aspect positif. C'est pour ça qu'il y a aussi ce côté, beaucoup sur Instagram, qui marche bien avec des personnes comme Louise, My Better Self. Je crois que tu l'as interviewée ou pas, elle? Non? Non. Qui parle de ce côté, putain, pétez un coup, quoi. Soyez décomplexés, personne n'est parfait. Les nanas, vous n'avez pas besoin d'être maquillées, pomponnées, de faire le bon poids, etc. Les mecs, vous n'avez pas besoin d'être costaud, d'avoir les barbes taillées au millimètre, machin, le petit dégradé pour être bien. Non, vous êtes juste comme vous êtes, en fait, et c'est OK comme ça. Mhm. Et Ouais, complètement. il y a un besoin, enfin, littéralement, il y a un besoin dans la société de contenu qui déstresse les gens, qui leur dit, c'est OK, calm Mhm. down, stress, genre, déstress. Et moi, je comprends ce besoin-là. Et dans le même temps, je me dis, ça devrait pas être comme ça, en fait. On ne devrait pas être dans une société où on a besoin de créer des contenus spécialement avec des gens qui Ouais. font des projets spécialement pour dire aux gens, c'est OK, déstress, fais comme tu veux, vis ta vie à ton rythme. Et pourtant, on en a besoin. Mais Ouais. c'est un constat, hein, mais c'est un peu ce qu'on disait en off, c'est que on vit dans une société où on est tellement stressé, où ça va tellement vite, où il y a tellement de jeux d'ego, de jeux de pouvoir, qu'il faut se montrer, il faut être là, il faut être cela, il faut être bien, il faut être bien habillé, il faut être ceci, il faut être cela, qu'en fait les gens en oublient presque que fais ce que tu veux, en fait, c'est OK. Moi, des fois, pour me taper une barre, je vais à la boulangerie habillé en peignoir. Peut-être pas en peignoir, je peux le faire une fois, mais genre juste pour voir le regard des gens. Ça me fait triper. Et je me dis, mais putain, qu'est-ce qui t'en empêche en vrai? Tu vas faire quoi? Genre, Ouais. un bob rose, j'ai un peignoir, et tu vas faire quoi? Je vais acheter mon pain, c'est quoi le problème? Et les gens, ils sont tellement. Je suis sûr que j'ai déjà entendu une histoire en fait d'une nana qui dit oui, mais je me maquille juste pour aller acheter le pain. Mais what the fuck en fait? Euh, Tu vis pour toi ou tu vis pour les autres? Parce que quand tu Mhm. fais un truc qui a une incidence sur le regard des autres, par rapport au regard des autres, c'est que tu vis pour les autres. C'est pas que tu vis pour toi.
Ouais, C'est un sujet qui est bien, bien, bien plus deep que tous les sujets qu'on peut aborder en vraiment genre à la surface, mais qu'on n'aborde jamais parce que c'est tabou. Alors après, tu as des gens qui vont faire du développement personnel, qui vont dire oui, mais il faut avoir confiance en soi, mais ceci, mais cela. Alors qu'au final, oui, il faut avoir confiance en soi, mais il faut surtout s'accepter. C'est ça le truc. Il faut accepter que les gens pensent ce qu'ils pensent et qu'au final, bah, on s'en fout en fait. Genre toi, j'aime bien ta photo sur LinkedIn parce qu'on voit que tu es un peu un artiste. On voit que tu es... Non, mais c'est vrai, tu es là, tu es avec ton bonnet et tout, et tu es dans ton monde en fait. Et c'est ça que j'aime, c'est que il y en a peu des gens comme ça en vérité. Quand tu regardes les photos des gens, c'est souvent très normé, très cadré. oui, On a tous plus ou moins les mêmes sapes, on a tous plus ou moins le même smile sur la photo. Et, euh, et ce conditionnement-là, euh, c'est vrai qu'il nuit, je trouve, à la société dans le sens où on est un peu des photocopies les uns des autres. Et je sais pas comment toi tu le vis ça. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que c'est un truc qui te touche ou est-ce que toi, tu es dans ton monde et ça te dérange pas trop le regard des autres? Est-ce que c'est quelque chose qui t'affecte? je pense que pendant une période de ma vie, oui, c'est évident, ça m'affectait. Maintenant, je suis arrivé à un moment où tu vois, enfin, je vais reparler de l'anxiété et de la dépression, mais il y a des moments où tu chutes et tu tombes très bas, tu te sens mal, tu vas pas bien. Et quand tu remontes de ça, enfin, déjà à ce moment-là, quand tu es dans le down, tu te dis tout ce qui est autour est futile. Ouais, bien sûr. Il y a des choses beaucoup plus importantes et tu lâches du lest sur plein de choses. Et quand tu remontes, du coup, t'as pas forcément envie de reprendre les choses qui étaient avant. Tu sais ce qui est important pour toi, ce qui est vraiment important. Tu fais passer ta santé et ta santé mentale avant. Et du coup, je suis arrivé à un moment où je me suis dit: «Je m'en fous, en fait». Tu vois? Je m'en fous du regard des autres. Je lance mes projets. Ça, comme on disait en off, ça plaît pas, ça va plaire à des gens, ça va pas plaire à d'autres. On s'en fout tant que moi ça me fait plaisir, que j'aime ce que je fais. Et au final, je me rends compte que je reçois que des messages positifs pour l'instant, tu vois? Génial. Tant Donc, mieux. tant mieux d'un côté, encore mieux, Mm. mais juste je suis arrivé à un moment où je me dis: «Bah, je teste, je fais ce que je veux. Si ça marche pas, tant pis, mais je regretterai beaucoup plus de pas avoir essayé que de juste, avoir testé et que ça rate. Tant pis, je l'aurais fait», tu vois? Ouais, ouais, c'est bien. Et Très c'est bonne idée. comme tu disais avec ma photo, avec mon bonnet et tout dans mon monde, c'est juste que, en fait, je m'en fous, ça va, c'est pas parce que je vais te mettre une photo en costume que je vais mieux travailler. Exactement. C'est ma façon de d'être Et c'est et c'est pas toi pour et ça c'est que ta des personnalité. ouais, c'est ça. Mais moi, j'adore, hein, le prends pas mal, hein, quand je te disais la photo, Ah non, c'est pas que du tout, pas du tout. je kiffe parce que dans cette photo, je perçois une partie de toi. Et il y a des photos de certaines personnes qui sont tellement impersonnelles que tu as l'impression que Mmh tu mh. vois la photo, mais tu ne sais pas qui est la personne. Ouais. Et ça peut être un air de visage, ça peut être un sourire, ça peut être une manière de regarder. Après, toi, tu es un artiste, donc tu comprends ces choses-là, mais d'autres gens qui vont dire non, une photo, c'est une photo. Non, une photo, tu perçois beaucoup de choses sur une photo. Et si tu portes un truc sur ta tête, la manière dont tu tiens ta tête, ça en dit long sur quelle est ta personnalité, comment tu te perçois et comment tu perçois le monde aussi. Une photo d'un artiste, c'est pas la même qu'une photo d'un banquier, qui sera pas la même qu'une photo d'un boulanger ou d'un aventurier entrepreneur, je sais pas. Enfin, on a tous notre monde en fait. Et je trouve ça beau de l'exprimer, que ce soit en photo, en texte, la manière dont tu t'exprimes, la prosodie de ta voix quand tu t'exprimes. Enfin, c'est ton monde en fait, c'est toi, c'est ta personnalité. Et je trouve ça beau en fait, c'est une réelle beauté. Quand je dis que les gens sont conditionnés, ça va au-delà de qu'est-ce que tu portes sur la tête. Moi, tu vois, je me suis fait un personal branding avec un Bob Rose parce que ça m'éclate et je trouve ça drôle. Et c'est une manière pour peut-être les gens de me reconnaître aussi et d'avoir plus de visibilité. Mais au fond de moi, le Bob Rose, je l'ai acheté déjà il y a 2 ans et je le portais avec mes potes et parce que c'était moi en fait. C'est moi, Mmh c'est mh. ma personnalité. Moi-même, même si je ne l'avais pas utilisé en tant qu'outil de personal branding,
je l'aurais utilisé dans ma vie de tous les jours, en fait, parce que ça me fait Oui. rigoler. Et mes potes, ils sont pas étonnés de me voir là-dessus. Enfin, si, ils sont peut-être un peu étonnés d'avoir le culot de se pointer sur LinkedIn avec un Bob Ross sur la tête, mais ils s'étonnent pas que moi, Cyril Assolder, je porte un Bob Ross sur la tête, parce que ça colle à ma personnalité, parce que c'est moi. Et en Oui, fait, c'est ça. c'est toujours ce côté de, on s'en fiche que tu as sur la tête, on s'en fiche comment tu souris. Ce qui compte, c'est que c'est toi, en fait. Et c'est ça qui est beau. C'est de voir une personne qui est épanouie, comme tu disais, en face de toi et de kiffer, en fait, tout simplement. Et moi, c'est vrai que je suis content quand je vois des gens qui s'ouvrent, qui s'épanouissent plus, qui s'acceptent plus et qui montrent des facettes de leur personnalité qu'avant, on ne percevait pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça me fait plaisir. Et tu sais que petit off justement sur cette photo, ça va peut-être, Ouais, relier avec des choses qu'on a dit. C'est que déjà, c'est pas du tout une photo, prévue, ok, mais en fait, c'était en plein tournage d'un court métrage ok, que j'avais moi-même écrit, que je décidais de réaliser et que je décidais de jouer, tu vois? Et parce qu'il y a eu il y a eu une période, il y a quelques années, parce qu'elle date quand même de 3 ans, c'était juste avant le covid, je pense. ok. Et c'était un moment où j'écrivais beaucoup. J'écrivais des courts métrages, j'écrivais, parce que déjà j'aimais beaucoup le cinéma et aussi parce que c'était des écritures sur des choses qui sont liées à ma vie, tu vois? J'avais l'impression aussi de ressortir certaines choses et de les laisser sur le papier. Et du coup, j'avais eu envie de tester et de faire ce truc, tu vois? Et c'était un peu la preuve, en fait, je m'en fous, tu vois? Je teste, j'avais ramené deux trois potes, Hmm. on a ensemble. Au final, c'est jamais sorti, mais je m'en fous, tu vois? Parce que sur le moment, j'ai aimé ce que j'ai fait, j'ai aimé le process et peut-être que ça se ressent à travers la photo, tu vois? Super intéressant. On ressent beaucoup de liberté, je trouve. C'est toi et c'est de la liberté. Et c'est beau d'avoir le background de la photo, que tu m'expliques que tu es en train de faire un tournage et tout, parce que vraiment, je trouve ça, c'est une super question d'interview ou de podcast. Souvent, à la télé, ils le font. C'est de demander dans quel contexte a été prise la photo. Parce que maintenant que j'ai le contexte, je comprends beaucoup mieux pourquoi ton air, il est comme ça, pourquoi tu as l'air heureux, en fait, tout simplement. Mmh. Et c'est cool parce qu'en fait, tu es en train de faire un truc qui t'épanouit vraiment. Ouais. Et c'est génial. En fait, quand tu prends une photo à un moment de ta vie où tu es épanoui et que tu fais un vrai smile, les gens, ils le sentent. Hier, il y a quelqu'un qui a commenté une photo de moi sur LinkedIn. Il a juste écrit, Cyril, ça fait plaisir de voir ton smile, t'es heureux. Ça fait plaisir de te voir heureux, ou un truc comme ça. Et en plus, le mec s'appelle Cyril et c'est un pote à moi, Cyril 2L. Si tu écoutes ce podcast, gros big up à toi, Cyril. Cyril BHL. Et, euh, et putain, ça m'a donné le smile parce qu'en fait, genre, je suis content que les gens soient contents en me voyant content. C'est trop bizarre, mais parce que des fois, bah, tu tires la gueule, tu vois, des fois, on te prend en photo, tu fais un faux sourire parce que, en fait, t'es pas spécialement heureux dans ta vie ou tu traverses une phase qui est compliquée et tu te forces à sourire et puis voilà. Mais quand c'est un vrai moment de bonheur, bah, c'est cool, ça fait plaisir. Enfin bref, on va refermer la parenthèse parce qu'elle était longue, mais c'était super intéressant en vérité. Et non, mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit. Du coup, toi, tu tournes des courts-métrages des fois? J'ai arrêté. T'as En arrêté? fait, ouais, en fait, j'ai eu cette envie au départ d'écrire et comme j'aimais énormément le cinéma, j'avais envie d'écrire ça sous format de court métrage. Donc c'est comme ça que ça a démarré et puis je me suis dit: «Bon, j'ai des scénarios, pourquoi pas tester?» tu vois? Ouais. Et encore une fois, dans le sens, j'ai envie de faire ce que je veux et on s'en fout, tu vois? Et et c'est comme ça que en fait, c'est le seul que j'ai fait. Après j'ai arrêté parce que je suis passé à autre chose, j'avais envie de faire Ouais, d'autres je comprends. choses Un mood. Mais et t'as bien fait de tester. ouais, C'est mais au génial. moins j'ai testé. C'est jamais sorti, mais c'est pas grave, ça m'a fait kiffer et Ok. voilà, c'était une expérience, en fait, tu vois? Super intéressant. Mais au moins, tu as tenté. Et ton Ouais, envie du moment, c'est quoi? Parce que là, tu enchaînes les magazines, etc. Quand je dis ton envie du moment, ça peut être un projet futur qui germera dans ta tête ou je sais pas, mais qu'est-ce que tu auras envie d'accomplir à l'échelle entrepreneuriale ou non, hein, ça peut être des voyages, par exemple, ça peut être n'importe, tu vois. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire pendant ta vie qui,
qui pourrait vraiment avoir de l'importance pour toi? En fait, j'aimerais qu'on que quand on veuille collaborer avec moi, par exemple, c'est pour amener ma touche de créativité, tu vois? Ok, c'est Ma vraiment touche gentil, quoi. artistique. Ouais, Créativité. parce que c'est ce qui me plaît le plus, tu vois? Ok. Et par exemple, ce que je fais avec l'agence, quand on fait du community management et tout, c'est aussi ce qui me plaît, tu vois? De d'ajouter ce petit côté visuel, et c'est ce que j'ai envie de, comment dire? J'ai envie que ça soit pour ça qu'on veuille collaborer avec moi, que je puisse m'épanouir en même temps, de pouvoir travailler sur, des trucs artistiques, des projets et pouvoir amener peut-être ce côté-là sur certaines choses. Donc voilà, c'est ça et ouais, non, c'est ça, ça résume bien. Ça m'étonne pas de toi parce que je pense que ta créativité, elle a l'air d'être très, très épanouissante et c'est beau. Je suis jaloux de très peu de gens, mais je suis jaloux d'une catégorie de personnes. C'est les gens qui ont une fibre artistique très développée avec de la créativité très abondante. Parce que moi, j'ai été formaté, tu sais, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai été très dans la logique scolaire et je suis quelqu'un de très peu créatif. Et c'est quelque chose que j'essaie de développer. Et je me dis, il y a des gens qui ont naturellement développé ça et qui en ont beaucoup. Et je me dis toujours, waouh, c'est dingue, quoi. Toi, d'où elle vient ta créativité et comment tu la nourris? J'étais justement en train d'y penser pendant ce que tu disais. En fait, les premières brides de cette créativité, ça a été créé par le fait que enfin, c'était par le dessin, en fait. Mon père et mon grand-père dessinaient. Chez mon grand-père, il y avait, des dessins et des tableaux peints au mur qui étaient faits par lui et même par son père. Donc dès petit, on disait un peu que c'était de père en fils, tu vois, de vouloir dessiner Hmm. et on dessinait plutôt bien, tu vois? Donc c'était, c'est par là que ça a commencé et pendant des années, j'ai voulu faire de ma vie, du dessin, faire des BD Ah, parce d'accord, que ok. parce que chez mon père, quand il était petit, il avait eu pendant des années des BD, toutes les semaines et on a une énorme armoire remplie de bandes dessinées et j'ai vécu là-dedans. J'ai vécu dans le dessin et dans le fait que tous les soirs avant de dormir, je lisais une nouvelle BD et donc c'est de là que ça a commencé. Hmm. Après je me suis un petit peu éloigné du dessin, même si j'adore ça, mais mais c'est comme ça que ça a commencé et en fait, je sais pas comment je la nourris, je pense que c'est juste en moi et je réfléchis beaucoup, beaucoup tout le temps, du matin au soir. Hmm. Hem et je pense que ça aide aussi à avoir des idées Hmm. Bien sûr. et Tu surtout notes tes avant de idées? dormir. Tu notes tes idées Ouais, au quotidien? Ouais. Ok. ouais, mais j'ai le plus d'idées avant de dormir, quand j'essaye de dormir, en fait. Bon, du coup, je m'endors plus tard, mais mais c'est ce moment-là où, en fait, tu vois, il y a aucun bruit. Je suis tout seul dans le noir et c'est là qu'il y a le plus d'idées qui viennent et c'est peut-être comme ça que je nourris parce que je sais que si j'ai besoin d'idées créatives, Mhm. je sais que c'est pas, à 15 heures dans un bureau sur ma chaise que je vais les avoir. Je sais que c'est au soir quand je serai dans mon lit au calme, sans rien d'autre autour, que ça va arriver. Le calme, la paix. Ouais, C'est marrant parce que avant de faire l'interview, là, le podcast, on est le matin quand on tourne ça. Et quand on a commencé le call à 10h, je lui ai dit, je sors de une demi-heure de méditation, je suis hyper zen. Et toi, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, je commence un peu à méditer. Et ouais. je trouve que c'est un sujet intéressant parce que je ne sais pas quelle est ton approche de la méditation, mais moi qui pratique depuis maintenant quelques mois assez régulièrement, tous les jours, euh, ça amène beaucoup de créativité en fait de faire le vide. Et c'est bien parce qu'on est dans une société où ça va tellement vite, on a tellement d'informations, on est toujours en Mmh. train de courir, que se poser, faire le vide, comme tu dis, ça permet d'avoir des idées nouvelles qui viennent. Toi, Ouais, est-ce que tu as envie de développer ça dans le futur? C'est un truc qui te plaît d'un peu prendre du recul, se poser, méditer, faire le vide pour faire naître ouais. encore plus de créativité? En fait,
le premier moteur de vouloir faire de la méditation, c'est que dans ma tête, je suis toujours soit dans le passé, soit dans le futur et je suis jamais dans le présent Le moment présent, et c'est le plus ouais dur, hein. et ouais et donc c'était le premier moteur de l'envie de vouloir commencer ça. Mhm. Après du coup, j'ai pas encore assez de recul pour voir ce que ça peut m'amener et est-ce que ça peut amener ces idées, par exemple créatives? Je pense que oui, de toute façon. Et parce que c'est comme ça que ça vient déjà maintenant, quand je suis dans le calme et qu'il y a pas de parasites autour. Ouais, bien sûr. Hem, donc je pense, enfin de toute façon, je veux continuer parce que déjà ça me permet d'être plus dans l'instant présent et après, tout ce qui est en plus, c'est bonus. Je comprends. Et ça m'amène à un autre sujet. Est-ce que tu as une bonne gestion de tes émotions? Est-ce que tu subis ou est-ce que tu arrives à vraiment être en pleine capacité et te dire: «OK, quand j'ai une émotion, elle me traverse, mais elle me dirige pas trop, quoi». Que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, de la joie, n'importe quelle émotion qui quand il t'arrive quelque chose dans la vie, comment est-ce que tu c'est quoi ton approche des émotions? Et comment est-ce que tu les vis? Je subis à 1000. Ah ouais? OK, Ah ouais, ouais. En fait, je suis hypersensible, d'accord. Moi aussi. Fort. enchanté. Et Mais non, en fait, je réussis pas encore à la gérer et en fait, pendant des années et encore maintenant, ma réaction, c'est de fuir et je réussis un peu plus à gérer parce qu'il y a eu des périodes où je ressentais une émotion et moi, ça se joue beaucoup au niveau du ventre, par exemple mmh. et je m'arrêtais de faire tout, tu vois? Et juste, je m'allongeais et tout s'arrêtait. Mais du coup, en fait, j'avais ce problème de je ressens une émotion, par exemple, hem et du coup, je me dis: «Ça va pas» et mon cerveau me dit: «Bah, du coup, cette émotion est encore plus forte» et c'est un cercle vicieux Mmh. et j'ai appris petit à petit à continuer ce que je faisais, ce que j'étais en train de faire, pour essayer de laisser passer cette émotion et pas qu'elle prenne le dessus. J'y arrive un peu, mais je subis beaucoup. Ouais, mais c'est pas facile, hein. Quand je dis ça, Non. je pense qu'on a tous des gros, gros, travail à faire là-dessus parce qu'en vérité, heu, c'est tellement dur d'arriver déjà à accueillir une émotion parce que souvent, on est dans un mood où on change d'émotion. C'est pas de notre fait, c'est pas de notre faute et on l'a subi comme tu dis. Et après, ça a un impact sur nos vies, en fait. Que ce soit un truc Ouais, positif, négatif ou autre, ça a forcément un impact sur comment tu réagis avec les gens qui t'entourent, que ce soit dans le travail, que ce soit dans ta vie perso, que ce soit quand toi-même tu es tout seul. Moi, des fois, ça m'arrive, je switch de mood tout seul dans ma chambre. Je passe de, zen en train de lire un truc à: «Putain, il faut du son, il faut que ça pète». Je me mets à sauter et tout, je me mets à danser chez moi et genre je me dis: «L'humain, il est tellement, impossible à prédire en termes d'émotions que c'est dur d'arriver à canaliser toute cette énergie. Moi, tu sais, je parle souvent en énergie. C'est une approche que j'aime beaucoup. Des ouais. fois, j'ai de l'énergie, j'ai du feu en moi. Je pourrais, vraiment, aller parler avec 10 personnes à la fois, aller courir, faire du sport, faire plein de choses et des fois, je suis down. Genre, je suis chez moi, je suis zen, je suis sur mon lit, tranquille, en train de lire des trucs très apaisés, de la philosophie ou quoi et je me dis toujours: «C'est fou à quel point la même personne, dans 2 états émotionnels différents, peut n'a ne rien avoir en commun, en fait» et limite à la limite de la bipolarité, quoi. Des fois, tu te dis: Ouais. «Putain, c'est dingue, c'est archi dingue». Je sais pas comment toi, quelle est ta personnalité, si tu es quelqu'un d'assez stable ou si tu fais des jumps et des bonds avec des up and down? Si, si, c'est les up and down, clairement. Clairement, je suis pas émotionnellement, je suis pas stable, tu vois? Après ça, c'est le lot des hypersensibles aussi. Je pense que tu dois en plus, surtout que tu es un artiste, donc tu as vraiment cette fibre où tu ressens et tu jouer de ça. Je pense que quand tu Mmh. dois regarder un film ou écouter une musique, tu dois ressentir des choses
et fort. Ouais, Je- très fort. Ça t'arrive de... C'est une question que j'ai jamais posée, mais j'ai envie de la poser. Ça t'arrive de pleurer devant un film et d'être content de ça? Genre de vivre Ah l'émotion mais et à de 1000%. kiffer? Ok. Ouais, ouais, non, je suis en fait, des fois, je suis même triste de pas avoir été triste, tu vois? Enfin, Ah ouais? c'est Ça dure ouais, parce longtemps. que non, mais en fait, c'est juste, c'est il y a des films comme ça où enfin, ouais, je suis content de ressentir l'émotion, tu vois? C'est quoi le Et dernier film devant lequel t'as pleuré, tu t'en rappelles? Devant lequel t'as lâché une larme, allez. Te fait ressentir de hem, l'émotion forte. en fait, celui auquel je pense, une grosse émotion, c'est, Beautiful Boy avec, Timothée Chalamet et Steven Carell, Ok. qui est une histoire vraie sur le fait que enfin, il joue le père et le fils et l'histoire vraie, c'est que le fils a commencé à tomber dans l'addiction de la drogue et son père essaye de l'aider, mais on se rend compte qu'il y a que lui qui peut s'en sortir et en fait, moi, je suis pas enfin, je prends pas de drogue et tout ça, mais Mhm. il y avait beaucoup de similitudes dans certaines choses, dans ce côté, de vraiment down et et il y avait plein de similitudes, en fait et là, ça a été vraiment une émotion forte, tu vois? Ça t'a touché, ouais. Ah, Ouais, c'est beau. Super intéressant. C'est vrai que quand tu te reconnais aussi dans un film, moi j'ai regardé un film là il n'y a pas très longtemps qui m'a fait lâcher une larme. C'était Will Hunting. Je sais pas si tu vois quel film c'est. ouais, ça me C'est dit un, quelque chose. c'est un petit génie. C'est un film qui a de Matt Damon et de je sais plus Ah quoi oui, d'autre, de deux gars qui a été tourné dans les années, je pense 2000. Et ouais, c'est l'histoire d'un petit génie qui est orphelin et un peu bagarreur et tout dans une cité pas facile aux États-Unis. Mais en fait, qui est un génie des maths et qui, mmh c'est tellement un génie qu'il finit par aller bosser pour la CIA ou la NSA et faire des trucs incroyables. Et entremêlé avec une histoire d'amour où sa copine part à l'autre bout des États-Unis et au final, il quitte le job, il refuse le job et il se barre et il suit sa copine, tu vois. Une histoire d'amour entremêlée avec une histoire de vie où le mec, il a pas eu de parents, il est orphelin. Enfin, c'est une histoire de ouais, dingue, quoi. Et, euh, et d'une certaine manière, je sais pas pourquoi, mais je me suis identifié à ce gars-là. Et des fois, je ressentais ces émotions. Et quand il était justement chez le psy, et je me disais, putain, c'est dingue quand même. Et j'avais envie de chialer, quoi. Et à un moment donné, c'est arrivé et j'ai chialé. Alors que moi, ça m'arrivait moins dans le passé. Dans le passé, j'étais beaucoup le type de personne où, quand j'avais une émotion forte comme ça, que ce soit en public ou même tout seul chez moi, je la refoulais. Pendant des OK, années, jusqu'à peut-être 20, 22, 23 ans, je refoulais mes émotions beaucoup. J'étais là en mode, je savais que j'étais hypersensible, mais je les refoulais. J'étais très dans le délire de non, on est des bonhommes, quoi, tu vois. ouais, C'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que moi, mon père, c'est quelqu'un qui communique pas, genre très peu. Et je l'ai très, très, très rarement vu émotionnel. Alors que je OK, sais qu'il l'est, mais il le laisse pas transparaître. Et pour avoir fait l'auto-analyse de moi-même, tu vois, je me dis, quand tu as eu un modèle de quelqu'un qui accepte ses émotions, qui les vit, et il n'y a pas de souci avec ça, c'est facile. Mais quand tu as eu un modèle où il n'est pas trop dans la communication, il n'est pas trop dans l'échange émotionnel et tout, tu te dis peut-être que le modèle qui me montre, c'est le modèle que je devrais suivre. Et au final, ouais, tu te dis, parce que moi, c'était mon cas personnel, tu te dis, pas forcément en fait. Et ça peut designer tout un être humain, en fait. Parce que quelqu'un qui pleure devant un film, c'est quelqu'un qui accepte, quand il a une émotion forte, de la laisser sortir. Donc, c'est aussi quelqu'un qui va être, quand il va être heureux, il va vraiment être heureux, il va être dans la joie, tu vois, il va laisser exploser la joie, tu vois. Et, euh, et c'est beau parce que c'est ça les vrais moments de vie, en fait, où tu as une émotion, c'est intense. Je pense à un podcast que j'ai fait la semaine dernière avec Ulysse Lubin, et où il disait, pas dans ce podcast-là, mais je pense à lui, donc voilà, il disait dans un post LinkedIn, moi je préfère vivre intensément et fort, vivre les moments de tristesse fort, vivre les moments de joie fort, plutôt qu'essayer d'avoir un bonheur à mmh l'équilibre. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, dans notre société, souvent on nous dit, ouais, il faut essayer d'être heureux et tout, machin.
Moi, je pense pas. Moi, je pense que le bonheur n'existe pas et que dans ta vie, tu traverses des moments de down phénoménal et des moments de joie phénoménal et qu'entre les deux, tu as des oscillations. Ouais, Et vaut mieux essayer d'accepter ces moments où tu es dans la joie, où tu es dans la tristesse, puis après, tu sais que tu vas revenir à un moment d'équilibre, puis ça va repartir un peu dans des hauts et des bas, plutôt que de se dire, ah putain, c'est bien d'être dans l'équilibre, forçons-nous à être dans l'équilibre tout le temps, il faut atteindre le bonheur. Et c'est pas con, en fait, il m'a vraiment fait réfléchir, Ulysse, sur un côté de l'humain où on a quand même tendance un peu à idéaliser les émotions aussi. Tout à l'heure, tu disais un truc qui est dingue, c'est j'étais triste de ne pas être triste devant un film. C'est ouf quand même. ouais. Comment tu peux en arriver à cette réflexion-là ou à cette émotion-là? Écoute, en fait, ça c'est souvent arrivé sur des films qui m'ont fait lâcher, ma larme, tu vois? Et je suis du Mm. genre à, quand j'adore un film, le regarder plusieurs fois. Ok. Et il y avait des films que je revoyais, par exemple, et je me disais: «Merde, j'ai pas ressenti la même émotion», tu vois? Et je la voulais. Je voulais en fait, je veux le vivre à fond, tu vois? Je veux profiter et profiter, Ouais, enfin profiter. ressentir toutes les émotions d'un film, hem et donc voilà, c'était Ouais, non, mais je capte. Super intéressant en tout cas, le côté émotionnel du podcast. Ça, c'est gros big up à Manon, si elle nous écoute, si elle écoute ce podcast un jour, que j'ai interviewé aussi la semaine passée. Et pendant 1 heure et demie, on parlait que des émotions. Donc à la fin, j'étais rodé, quoi. Je trouve que ah c'est un ouais, super sujet pour aborder l'humain. ouais, le Perso, projet de Manon, c'est ouais, toi aussi, ouais, t'avais fait un truc avec elle, donc tu t'avais échangé, etc. Tu avais vu son approche des émotions. ouais, ouais, c'est génial. J'adore son approche de son travail, Ouais, c'est ouais, c'est tout top. court. C'est top ce qu'elle fait. Franchement, je pense que c'est un grand besoin aussi dans la société de parler des Ouais, émotions. Mariam aussi, Gaderi, ce qu'elle fait, qui est aussi passé dans ton magazine. ouais, Ils font un podcast ensemble, normalement, elle m'a dit. Euh, c'est bien, c'est des gens qui poussent sur le tapis des sujets qui sont fondamentaux pour moi, mais qui sont trop peu exploités, trop peu oui, mis en avant. Mais il y a un retour là, petit à petit de ces sujets-là. Parce que tu as ce côté dans la société très matérialiste, productiviste. On n'écoute pas ses émotions, on fait de l'argent. Même dans l'entrepreneuriat, hein. Moi, il y a ouais. une forme d'entrepreneuriat que je dégueule, vraiment. C'est le mec qui te dit lève-toi à 8 heures, fais une douche froide, n'écoute pas tes émotions, va faire tes clients, fais 14 calls. Après, tu vas manger un truc, toujours la même chose. Et en fait, tu vis comme un robot, quoi et tu feras 1 million d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Mais en fait, Ouais, non, c'est pas ça la vie. Et les gens, et c'est terrible parce qu'il y a des jeunes qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est ça. Et des fois, je me dis, mais oui, waouh, en fait, putain, si tu mets des graines comme ça dans le cerveau des jeunes, mais qu'est-ce que ça va donner dans 5 10 ans, quoi? Alors, heureusement qu'il y a des gens comme Manon et Mariam pour leur dire, non, acceptez vos émotions, quand vous n'êtes pas bien, prenez un moment de repos, soufflez, et c'est assez dingue, quoi. Parce que toi, j'ai une autre question là qui me vient. C'est qui tes modèles? Qui sont les personnes qui t'inspirent dans l'entrepreneuriat francophone? Même si tu es un artiste et je sais que tu as ta vision du monde et que tu as assez de créativité pour t'auto-suffire, entre guillemets, mais je sais pas, quand tu es sur LinkedIn ou quand tu es sur les réseaux, quand tu es dans des meet-up entrepreneuriaux, si tu en fréquentes, quel genre de personnalité, même sans me donner des noms, hein, mais quel genre de projet toi, te donne de la motivation à continuer tes propres projets, par exemple? waouh, Ou bonne je dis question. francophone, mais ça peut être worldwide, hein. Tu peux me citer n'importe qui que tu veux ou n'importe quel, n'importe quoi en fait. Mais qu'est-ce qui t'inspire toi de manière générale? Heu, En fait, ça va revenir aux 2 choses, que je voulais laisser, si je partais demain. C'est des gens qui créent Hmm. la créativité, et ouvrir aussi la parole sur, la santé mentale, et ne pas montrer que tout est beau, tout est rose. Je suis en train de réfléchir pour te donner des noms, Non, mais t'es pas mais obligé. C'est intéressant. mais
En fait, c'est des gens, ouais, c'est ce type de personnes, des personnes qui créent, qui se posent pas de questions, Hmm, qui font ce qu'ils aiment. Évidemment, s'il y a une petite touche artistique, ça me touche encore plus, hmm. mais ces personnes-là et qui montrent aussi que c'est difficile et que tout n'est pas, Tout n'est comme, pas rose. montre en fait. Ouais, je comprends. Non, c'est hyper important d'avoir des gens qui sont dans le vrai, en fait. Parce qu'il y a Ouais, beaucoup de gens qui sont dans le fake. Et à croire le fake, on finit par vivre du fake. Donc, je suis d'accord avec toi que c'est important d'avoir des gens qui parlent de ces sujets-là et qui se mettent en vulnérabilité. mmh. Hier, moi, j'ai une amie, enfin, ouais, je peux l'appeler une amie, qui s'appelle Elisabeth, qui va venir sur mon podcast la semaine prochaine, qui, OK. euh, qui m'a envoyé une vidéo et qui m'a dit qu'est-ce que tu en penses avant que je la poste et tout. Je lui ai dit, mais vas-y, à fond. Elle parlait du why. Je lui ai dit, mais c'est génial. Tu vas inspirer énormément de gens. Les gens, ils vont kiffer. Crois en toi, fais plein de vidéos et vas-y, fonce, quoi, tu vois. Et c'est trop mignon parce que je sais qu'elle est encore à l'étape où, tu sais, au début, c'est pas facile de faire des vidéos parce que tu dois Oui, mettre bah, oui. ta tête devant la caméra et tu dois bah, y aller, quoi. C'est pas facile. Et après, quand tu dois appuyer sur le bouton poster et que tout le monde la voit et que tout le monde se permet d'émettre un jugement sur toi parce qu'il n'y a que ta tête devant la caméra, bah, c'est pas facile. Et je sais pas pourquoi je disais ça, mais je trouve ça hyper inspirant, les gens qui osent vraiment, ah oui, être en vulnérabilité Ouais. et permettre aux gens de rentrer dans leur intimité. Parce que en vérité, dans notre société, c'est bien vu, mais c'est encore un peu tabou d'ouvrir sa porte, en fait, tout simplement. On est beaucoup dans la protection dans la société occidentale. On est beaucoup à dire ah non, mais moi, je parle pas de mes problèmes, moi, je fais ci, moi, je fais ça, mais ça va très bien. Non, non, mais t'inquiète pas, ça va très bien. Et ouais, c'est quand même beaucoup comme ça qu'on vit. En Belgique, c'est pareil ou pas qu'en France? Je pense. Je pense, hein, il y a des similitudes, Ouais, hein, il y a pas tellement de différences. ouais. Bon, et dernière question pour passer à un autre sujet. Et après, je pense on va devoir se quitter parce que l'heure tourne. Où est-ce que tu aimerais aller dans le monde? Un pays où tu aimerais aller? Et qu'est-ce que tu aimerais y faire? Qu'est-ce que tu aimerais découvrir en termes de culture, langue, n'importe quoi? Bonne question. Ça, en fait, L'Asie m'intrigue beaucoup. J'ai l'impression que C'est intéressant, la vie. c'est un monde différent. Ah, c'est un autre monde. Heu, On vit pas sur la même planète, clairement. ouais, c'est ça, en fait et donc ça m'intrigue beaucoup. Hmm. Heu, Et tu vas limite en Asie? d'avoir Ouais, ouais, vas-y, continue. de limite avoir peur d'y aller parce que j'ai l'impression de en fait, j'ai toujours ce besoin de contrôler tout et de gérer plein de choses pour aussi ne Ok. pas faire face à des trop pleins d'émotions, comme on disait. Et là, j'ai l'impression que du coup, je vais tomber dans un monde où, bah, j'ai plus aucun repère. Et d'un côté, ça m'intrigue, tu vois? Je me dis, qu'il y a quelque chose à Hmm. découvrir. C'est génial. Moi, tu sais, je te l'ai dit, j'ai passé 6 mois en Asie. J'avais jamais mis les pieds avant. C'était en Mmh mh. 2019. Ça a changé ma vie, mais littéralement. C'est-à-dire que tu restes 6 mois en Asie. Moi, j'ai fait beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, donc Cambodge, Vietnam, Thaïlande, Ouais. Indonésie. Tu restes là-bas, tu vis avec des gens, ils n'ont pas le même rythme de vie, ils mangent pas la même nourriture, ils parlent pas la même langue. En fait, ils font rien comme toi tu fais dans ton pays, en fait. Et Mmh mh. tout ça, ça t'amène à te poser tellement de questions sur le monde, sur ta culture, sur comment tu vis, en fait, qu'après, quand je suis revenu, bah, il y a des choses que je fais plus. Genre, je mange plus de pain, par exemple. J'ai arrêté de manger du pain. C'est tout con. Alors, je suis un Français, j'ai mangé du pain toute ma vie, j'ai arrêté de manger du pain. Euh, je, j'ai commencé à méditer quand je suis revenu d'Asie. Enfin, ça a changé mon approche Ouais. de vie complètement, du tout au tout, sur beaucoup de points. Je mange beaucoup plus de légumes et de fruits. Je suis beaucoup plus hypersensible qu'avant parce que là-bas, ils sont très hypersensibles aussi, les Asiates. Ils l'acceptent beaucoup plus que les Occidentaux. En Occident, on est très froid. On est très, très froid. Et, Ouais. va en Asie, ça te fera énormément de bien. Tu vas découvrir plein de choses. Genre, j'ai qu'un conseil pour toi, c'est prends un billet, même si c'est qu'une semaine ou deux, mais vas-y et tu seras conquis. Moi, en tout cas, ça a été un gros coup de cœur, l'Asie. Ça a vraiment changé ma perception de l'humain et du monde dans son ensemble.
Bah écoute, Antoine, ça va faire 1 heure qu'on discute, je pense, à peu près. Ouais, Je te laisse le mot de la fin. Si tu veux t'exprimer, faire une ouverture, je te laisse le mot de la fin et après on pourra clôturer. Ça m'a grave fait kiffer en tout cas de parler avec toi et c'était un plaisir. Donc, bah je te laisse écoute, le mot de je la fin. pense que je pense que je vais clôturer juste en te remerciant parce que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes, 70 presque, Mhm, depuis que j'ai commencé tout ça. Et, et ta vision des choses et ta vision de vivre, de penser, sort du lot et justement, ça fait réfléchir. On a discuté pendant 1 heure avant et 1 heure la semaine passée. Et à mhm. chaque fois, j'en sors avec des réflexions sur plein de choses, sur la façon de vivre, sur la façon de travailler, sur un tas de choses. Et pour ça, je te remercie énormément. Ça fait du bien, ça fait un bol d'air frais. Écoute, Et voilà. bah écoute, tant mieux. Ça me fait plaisir. Honnêtement, ça me touche ce que tu dis. Et, et espérons que ça puisse donner un bol d'air frais à beaucoup de gens. Et puis voilà. On se recroisera bientôt en tout cas, Antoine. Très Ça fait bientôt. vraiment plaisir d'avoir enregistré ça ensemble. Je ne sais pas quand est-ce que ça sortira. À tous ceux qui nous ont écoutés, on tourne ça, on est le 11 janvier. Donc je vais essayer de faire sortir ça pas trop tard. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et puis clôturons ce petit podcast. Allez, à plus. Bye bye. Un plaisir partagé. À Ciao. plus. Ciao. Comment on arrête l'enregistrement? Je sais jamais comment on arrête. Putain, c'était cool. Je sais même pas, c'était Je crois trop qu'il cool. faut que je ferme le truc. Bah, je le ferme et je le réouvre après, comme ça va. Parce qu'en fait, dès que tu fermes le Meet, ça Ok, enregistre ok. le truc et ça le met. Et j'ai toujours Ok, cette ça phobie, je marche. sais pas si ça t'arrive, tu sais, à la toute fin, quand tu coupes, Que ça euh, s'enregistre pas? ça s'enregistre pas. Et je suis en mode, putain, on a dit des trucs trop cool, faut les garder, quoi. Ouais. Bon, bah, ça marche. Bah, écoute, en tout cas, on a passé des heures ensemble, c'était vraiment cool, Antoine. C'était trop cool. Merci Ça m'a beaucoup. touché ce que tu as dit à la fin. Avec plaisir. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, des fois tu fais des podcasts, il y a des podcasts qui te touchent plus que d'autres. Et toi, vu que tu es un hypersensible créatif, il y a beaucoup de choses que tu as dit qui m'ont touché, putain, encore plus que ce que tu as dit avant, quand tu m'as posé des questions. Et je sais pas pourquoi, tu as réussi à me mettre dans un état émotionnel qui était vachement deep, tu vois, avant le podcast. C'est rare que certaines personnes, mais parce que toi, tu as cette sensibilité-là. Que d'autres personnes, des fois, tu as une discussion, c'est plus platonique, tu vois. Là, c'était Ouais, vraiment. Enfin, bref, ça fait plaisir, quoi. C'est cool. ça fait hyper plaisir. Prends soin de toi. Et Toi puis, aussi? dis-moi quand tu sortiras le magazine. Moi, Ouais. je te dirai quand je sortirai le podcast. Ce sera peut-être dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est T'inquiète. un grave plaisir. Et puis, je t'enverrai de la force sur LinkedIn toujours. Tu vois, je suis très actif. Et Merci. Merci beaucoup. kiff, kiff, kiff. Toi aussi. Je te fais des Ciao. bisous. Merci. Bye, ciao, ciao. Ciao.